propose de démarrer notre webinaire et effectivement d'engager ces échanges et de lancer ce deuxième Zoom sur du campus des métiers des qualifications d'excellence patrimoine, métiers d'art et tourisme sur la thématique qui nous réunit ce soir, qui est donc l'impact de la crise sur l'orientation des collégiens. D'abord, je tenais à vous remercier, vous tous, intervenants, pour avoir accepté de partager votre regard, mais également à Bruno Etienne et Rania Oultache qui ont accepté d'animer ces échanges. Donc, je laisse maintenant la parole à Bruno pour rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire. Très bien, merci Livia, merci pour cette opportunité que nous avons là d'aborder des sujets qui nous tiennent à cœur, bien évidemment, sur la question de l'orientation et en particulier sur la question de la découverte des métiers, puisque c'est vraiment le sujet en lien avec la crise sanitaire. Simplement pour commencer, rappeler des choses un tout petit peu théoriques, si on veut, qui sont connues, mais qu'il faut quand même rappeler, c'est que quand on parle d'orientation dans les approches théoriques de l'orientation, et ce depuis toute l'histoire du mouvement d'orientation, on constate qu'il y a quelque chose qui est commun, c'est-à-dire que l'orientation a toujours reposé en gros sur deux piliers qui sont d'une part la connaissance de soi, la nécessité de bien se connaître pour faire de bons choix, et la connaissance de l'environnement. Alors, vous voyez tout de suite la difficulté, c'est que si on a pu continuer à travailler sur la connaissance de soi, on a quand même eu pas mal de difficultés sur la connaissance de l'environnement. Et c'est avec cette idée aussi que connaissance de soi, connaissance de l'environnement, c'est cette idée qu'une orientation réussie, en définitive, elle doit reposer sur une forme de compromis entre les deux aspects. Et pourquoi un compromis? Puisque l'orientation vise quand même à permettre à chacun de trouver sa place dans l'espace social, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est une façon de parler parce que c'est en fait extrêmement complexe. Et quand je dis trouver sa place dans l'espace social, vous voyez que ça se traduit très concrètement sur une orientation réussie. C'est celle qui doit conduire à une insertion professionnelle et donc dans un métier globalement. Donc c'est vraiment ça le sujet et c'est là-dessus que je vais essayer de me centrer dans les quelques propos que je vais tenir là. D'abord, partir des faits pour recontextualiser, même si les choses sont bien connues. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? Enfin, chacun le sait, mais ce qui s'est passé, et puis que la filière qui nous intéresse ici, c'est-à-dire patrimoine, tourisme, restauration, métier d'art, a mis vraiment en évidence. C'est vrai aussi dans d'autres domaines professionnels, mais particulièrement dans ces métiers-là. C'est qu'on a eu, et on a toujours, des activités économiques qui sont pratiquement à l'arrêt, et du coup, qui ne peuvent plus donner à voir ce que sont leurs métiers de base. Ça, c'est vraiment un vrai sujet. Parce que ça a des conséquences multiples. La première, pour ce qui nous concerne en tant qu'acteurs de l'orientation, c'est que ça a rendu très difficile la possibilité de motiver des élèves pour ces métiers-là, puisqu'ils ne pouvaient pas en avoir de connaissances objectives, réelles, observables, etc. C'est toute la question qui a pu se poser autour des stages des élèves de 3e, stages de découverte ou de confirmation, d'infirmation d'un projet qui est déjà engagé. Mais en tout cas, tant qu'on ne pouvait pas se confronter à la réalité, ça a rendu les choses très difficiles. Donc ça, c'est vraiment la première difficulté. La deuxième difficulté, ça a été celle de motiver des jeunes qui sont déjà engagés dans la formation, dans des formations à ces métiers-là, et qui, eux, ont besoin de valider au bout d'un moment un certain nombre de gestes professionnels en se confrontant vraiment à la réalité du métier. C'est tout le cas des périodes de formation en milieu professionnel qui ont été très largement perturbées aussi et qui ont effectivement un impact sur le parcours de formation des élèves. Une difficulté peut-être plus générale, c'est la question de la motivation ensuite que ça a pu créer, notamment par les pertes de perspective, puisque c'est des questions qui se sont posées aussi bien chez les élèves, chez les jeunes déjà engagés dans les formations, que chez les familles. C'est en gros, quel avenir pour ces métiers-là? Est-ce que j'ai bien fait de m'engager dans ces métiers-là, étant donné le contexte? Est-ce que ça ne va pas se reproduire? Combien de temps ça va durer? Est-ce qu'on n'aura pas de nouvelles pandémies, etc. C'est une inquiétude qui a été portée par les jeunes, mais on le sait également par les professionnels, qui s'interrogent d'une part sur l'avenir de leurs entreprises, mais aussi sur leur capacité d'être suffisamment attractifs auprès de publics qui pourraient venir dans ces métiers. Mais ce qui est quand même extrêmement intéressant, c'est que malgré ce contexte que j'ai décrit rapidement, on a vu que tous les acteurs de la formation et de l'orientation ont cherché
immédiatement des solutions de remplacement ou des alternatives qui pouvaient essayer d'assurer un minimum de continuité, je dirais, et c'est ce que vous avez fait, c'est ce dont nous allons parler, c'est ce que vous avez fait tous les uns et les autres. Alors avec un constat qui est presque paradoxal, parce que malgré les restrictions que je viens d'évoquer engendrées par la crise, hein, c'est quand même moins de déplacements, moins de contacts collectifs avec des groupes classes, c'est moins de contacts interindividuels, enseignants, élèves, psychologues d'éducation nationale, élèves, moins accompagnement d'élèves, mais également accompagnement des équipes qui sont chargées de l'orientation. Tout ça a perturbé, mais on a vu quand même se multiplier des initiatives, et des initiatives parfois d'ailleurs qui ont cherché à innover hein, dans ce contexte-là, en matière d'orientation et de connaissance des métiers. Alors, quelques exemples rapides. Le premier que je peux évoquer, c'est le forum virtuel avec la région. C'est intéressant parce que là, on a vraiment tenté quelque chose, même si effectivement, il y a sûrement des critiques à faire. Ça n'a pas donné totalement satisfaction, mais il y a eu vraiment cette volonté assez ambitieuse d'essayer de faire quelque chose d'innovant, qui peut-être a trop cherché à reproduire le réel à travers l'outil numérique, hein, on y reviendra sans doute, mais qui nous a amené quand même, et ça c'est quelque chose dont déjà une leçon qu'on peut tirer, hein, c'est-à-dire à être capable d'inventer très rapidement des choses nouvelles, à être capable de mobiliser des partenariats accrus, j'allais dire, partenariats avec la région en l'occurrence qui existe depuis longtemps sur les forums, mais en tout cas, vous savez, chacun sait qu'avec la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel et la compétence en matière d'information sur les métiers qui a été donnée aux régions, on a été dans ce contexte-là amené à accroître encore ces partenariats. Donc on a travaillé là-dessus, on a travaillé au niveau académique ce qu'on a appelé les rendez-vous de l'orientation, concept très simple qui consistait à mettre en relation des élèves de terminale et des étudiants déjà engagés dans un cursus de formation supérieure, des enseignants, des élèves qui pouvaient discuter entre eux, avec de belles réussites, hein, je crois. Je pourrais en citer beaucoup, hein, mais ce qui me vient à l'esprit en lien avec le contexte PATMAT, c'est ce qu'on a fait avec le BTS Fonderie, par exemple, du lycée Brisson, parce que là, les élèves ont pu palper, j'allais dire, le fait que, bien qu'on soit dans un contexte purement industriel, il y a une dimension artistique extrêmement importante dans la fonderie, par exemple. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a réussi à faire, je pense, de tout à fait intéressant. On a eu ensuite le printemps de l'orientation. Alors ça, c'était une initiative nationale qu'on a mise en œuvre dans l'académie. Alors, avec un appui très fort de l'ONICEP, bien sûr, hein, qui reste quand même, qui garde des missions nationales d'information sur les métiers et qui dispose de ressources extrêmement importantes. Et la région qui nous a aidés en produisant elle-même des clips vidéo, présentation des métiers du sanitaire et social, des métiers du numérique. Donc, vous voyez, on est capable quand même de réagir très vite. Mais, et c'est là qu'il faut amener une petite pointe de critique, c'est qu'on a tout de suite vu que la multiplicité comme ça des initiatives et peut-être la précipitation dans laquelle on les a mis en œuvre a conduit à quand même une baisse de la visibilité des choses. Et je sais que les chefs d'établissement, il y en a certains qui sont là qui le diront peut-être, mais nous ont fait cette critique de dire attendez, il y a beaucoup trop de choses qui nous arrivent en même temps, qu'on n'a pas eu le temps d'anticiper, qu'on n'a pas pu préparer. Et si on veut avoir un programme cohérent d'accompagnement des élèves dans le parcours à venir au collège ou dans les heures dédiées à l'orientation au lycée, on a un besoin d'anticipation, de visibilité, de savoir quelles sont les grandes étapes, les ressources disponibles, etc. On apprend, si vous voulez, dans les contextes de crise, et là, je pense que là, on a appris et qu'on corrigera ça. Mais c'est intéressant quand même de faire ce constat-là. Il y a un autre constat que je voudrais faire rapidement, c'est que ces questions d'hybridation, parce qu'on est vraiment là-dedans, hein, c'est comment est-ce qu'on concilie du présentiel et du virtuel ou du distanciel, comme on dit aujourd'hui. Ces questions d'hybridation, elles ne sont pas nouvelles. Ce n'est pas la crise qui nous a amené à réfléchir à ça. Ça veut dire que ça fait quand même longtemps que dans les contextes de formation, dans les processus de formation, l'hybridation est quelque chose qui est largement engagé. Plus dans le domaine de la formation continue, de la formation des adultes que de la formation initiale d'ailleurs, hein, il faut bien le dire. Mais chacun sait ici que la DAFOP parle de formation hybride depuis longtemps, les PNF au niveau national sont hybrides, toutes les formations de l'IHE2F sont hybrides, donc il y a quand même une réflexion qui était déjà engagée.
Pour autant, je pense que nous n'étions pas forcément préparés à passer un saut que j'ai envie d'appeler de quantitatif, parce que de plus en plus, hein, de plus en plus de visioconférences, d'actions à distance, etc., mais également un saut qualitatif, puisqu'on n'a pas été assez prompt peut-être à réfléchir à nos contenus en fonction des vecteurs qu'on allait utiliser. Par la force des choses, hein, il n'y a pas de reproche qui est fait à qui que ce soit quand je dis ça. C'est-à-dire qu'en gros, ce que nous avons fait dans le domaine du numérique, dans la formation, n'était pas forcément parfaitement adapté à ce dont on a besoin en matière d'orientation. Vous savez, nos amis canadiens parlent dans des contextes qui sont déjà assez anciens, des expériences à vivre. C'est vrai que c'est fondamental. On sait que pour un élève, vivre une expérience, c'est quelque chose qui est extrêmement formateur dans toutes les conditions pédagogiques, dans toutes les approches des apprentissages. Mais c'est particulièrement vrai en matière d'orientation. Et précisément, on s'est rendu compte peut-être de ça parce qu'il n'y avait plus d'expérience à vivre. Donc c'était vraiment la preuve, à contrario, qu'on avait besoin de ça. Parce que découvrir un métier, c'est quand même avant tout se confronter à du réel. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est entrer dans des interactions qui mobilisent à la fois la pensée, bien évidemment, hein, tout le travail sur les stéréotypes, etc., on en reparlera, mais ça mobilise la pensée, mais ça mobilise aussi les sens, hein, la vue, le toucher, et tout ça, c'est absolument indispensable pour pouvoir se confronter à des situations d'observation, des actions, des interactions, et puis des échanges avec autrui aussi. C'est absolument fondamental. On sait bien que le stage de troisième, par exemple, il est intéressant en termes d'observation, mais je pense qu'à chaque fois qu'il y a de l'interaction en termes d'engagement du jeune dans des actions qui sont certes limitées, eh bien, c'est généralement très bénéfique aux apprentissages. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que le virtuel permet véritablement, ou moins complètement, d'atteindre l'authenticité? Je le formule un petit peu comme ça, et pour dire d'ailleurs, c'est peut-être pas ce qu'on attend du virtuel, hein. Mais en tout cas, on a peut-être eu cette tendance un peu trop de viser cette authenticité, alors que ce n'était pas la fonction véritablement du virtuel. Alors c'est peut-être ces questions qu'on va débattre dans un instant. Alors il y a une autre question qui se pose, c'est la question de la pertinence des outils que nous utilisons en fonction des visées que l'on s'assigne. Je veux dire, là encore, il faut se faire une raison, hein. Le virtuel ne sera jamais la réplique du réel, hein. Je le dis, je le répète. Ce qu'on appelle des fois la réalité augmentée, ça n'augmente rien du tout, soyons clairs. Vous savez, j'ai souvent à l'esprit cette citation de Sylvain Tesson dans son livre qui s'appelle Sur les chemins noirs, et qui dit on a inventé l'homme augmenté, bientôt on va peut-être éclairer le soleil. Vous voyez, ça veut bien dire qu'on a sans doute des ambitions qui sont démesurées par rapport à ça. Donc, quand on a recours au virtuel, il faut absolument qu'on pense nos contenus en fonction du numérique lui-même. C'est-à-dire que la transmission, elle est largement conditionnée par le vecteur de la transmission. Par exemple, n'importe quel boulanger, c'est frappant ça, moi j'ai déjà vu des émissions, des reportages là-dessus, n'importe quel boulanger, quand il vous parle, quand il est là dans son fournil et qu'il vous parle de son métier, on voit bien la façon dont tous ses sens sont mis en jeu dans la fabrication du pain. Il va vous parler de la texture de la pâte, du parfum des levains, la couleur de la croûte qui permet de dire est-ce que le four n'est pas trop chaud, etc. Et on voit bien que jamais le numérique ni le virtuel, même le plus sophistiqué, ne permettra de se substituer à ces expériences sensorielles en définitive. Et ça ne se substituera pas non plus à l'expérience sociale de la rencontre du boulanger. Donc voilà, moi j'évoque beaucoup de difficultés qu'on a eues. Je pense que dans l'échange qu'on aura, vous allez nous montrer comment on a essayé de surmonter ces difficultés. Et puis, un dernier point peut-être, et je m'arrêterai là-dessus, un autre aspect dont on parle peu, c'est que les publics jeunes que nous touchons sont des publics qui, d'une certaine façon, sont beaucoup plus à l'aise que nous avec le numérique. Et peut-être tellement à l'aise d'ailleurs que très souvent, ils perdent un peu le discernement. Hein, en ne se posant plus véritablement de questions, parce que tout paraît tellement normal. Et c'est ce qu'on voit très largement avec les réseaux sociaux notamment. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui maîtrisent parfaitement les usages pratiques, mais ils ont quand même besoin de médiation pour que l'immédiateté qu'ils trouvent comme ça dans le numérique soit interrogée, et puis que ça puisse se transformer en apprentissage. Les apprentissages ne peuvent pas se contenter de l'immédiateté. Il faut du média. Et il y a toujours une médiation pour comprendre le média. Voilà, c'est ce
ce que j'ai envie de dire. Alors voilà, les usages du numérique doivent nous interroger, mais aussi nos pratiques pédagogiques, y compris et peut-être surtout, puisque c'est notre sujet, sur l'accompagnement à l'orientation. Je pense que c'est ça que nous allons creuser maintenant avec les témoignages des différents intervenants à qui nous allons laisser la parole. Oui, je vais prendre le relais. Merci Bruno pour ces propos liminaires qui posent parfaitement donc, les différentes problématiques que nous souhaitons aborder aujourd'hui avec nos différents intervenants. Tu as évoqué dans la démarche d'orientation une alliance nécessaire entre la connaissance de soi et la connaissance de l'environnement. J'ai envie d'y ajouter, si tu me permets, une troisième composante qui est donc celle de l'information, et une information qui doit donner du sens à la découverte. Donc, j'aimerais poser une première question à nos invités. Dans le contexte actuel, donc, tu l'as évoqué largement, hein, comment les filières professionnelles, comment les professionnels en général, eh bien, comment sont-ils réinterrogés sur les nouvelles modalités de l'information et sur les apports de connaissances à fournir sur le monde économique. Alors, je ne sais pas si Laurent Neveu, parce que je ne le vois pas là, au niveau de la mosaïque, s'il est présent. Je vois Régis Deguet, parce que j'aimerais commencer par vous, hein, parce que vous avez tous les deux des prérogatives donc, dans la relation école-entreprise. Hein, donc Laurent Neveu, s'il est là, parce que je ne vois pas, en tant que chargé de mission, et puis Régis en tant que DDFPT, hein, donc directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Donc selon vous, comment les établissements de formation, comment les professionnels ont-ils réinterrogé ces modalités d'information? Donc peut-être Régis pour commencer, parce que je vous vois. Oui. S'il peut compléter, s'il est parmi nous. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien, il n'y a pas de souci, j'imagine. Oui. Parfait. Écoutez, on avait travaillé avec mes collègues du département de l'Indre le 12 mars 2020. Je pense que c'est une date qui parle à peu près à tout le monde. C'était, si je ne me trompe pas, c'était un jeudi après-midi. Il y avait une conférence de presse du président de la République le soir même qui nous annonçait la fermeture des établissements. Et cet après-midi-là, on travaillait avec mes collègues de l'Indre. On est 7 DDF dans le département. Sur la constitution d'une association des DDF pour mettre en valeur justement les formations, les métiers et les formations que l'on prépare dans nos établissements qui sont à la fois des lycées technologiques et des lycées professionnels. Donc on s'était posé la question sur justement la mise à disposition d'outils pour les acteurs de l'orientation. Alors, dans les outils, il y avait forcément des outils numériques. Alors, malheureusement, on s'est mis au travail un petit peu tard, puisqu'on n'a pas eu le temps de les développer, mais c'est en cours de développement. Et en fait, cette réflexion, elle faisait suite à un premier travail en réseau que l'on avait déjà mené, puisqu'on mettait en place depuis 3 ans un guide départemental des mini-stages, et qui était déjà une première pierre à cet édifice, parce qu'on mettait à disposition en fait un outil unique qui pouvait être à la fois dématérialisé, numérique, mais aussi au format papier, à destination des acteurs de l'orientation, surtout les professeurs principaux de collège, pour pouvoir orienter dans les différents établissements du département de l'Indre les élèves dans le cadre de ces mini-stages. Alors, bien sûr, il y a plein d'idées qui nous viennent. On est en train de développer un site internet pour présenter tous les métiers, la réalité des métiers, et associer aussi les formations qui permettent de préparer ces métiers. Mais bon, voilà, ça prend beaucoup de temps, comme vous le savez, mais on sera prêt pour le futur et ça servira de toute façon, même quand on sera sorti de cette crise sanitaire. Je pense que ce sera des outils qui vont être extrêmement utiles pour les psychologues de l'éducation nationale et pour les professeurs principaux, pour les parents, pour les entreprises également, avec lesquelles on va bien évidemment travailler, puisqu'on travaille aussi sur le développement du réseau des clés dans notre département. Donc voilà un petit peu ce qui a une première chose. Et puis ensuite, on a développé des stratégies, des astuces. On a utilisé pas mal d'outils, mais notamment les réseaux sociaux, le développement des sites internet, pour pouvoir communiquer sur nos formations auprès des élèves de collège.
Donc, on me dit que Laurent Neveu n'est pas encore arrivé. Je vais donc me tourner vers Agnès Chardec, parce que je l'ai vue, puisqu'elle m'a salué tout à l'heure, qui est proviseure de lycée, et Cyril Desouches, donc qui est éducation et vie scolaire, donc inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, pour leur demander de bien vouloir compléter ce qui vient d'être dit là par Régis, parce qu'il me semble qu'ils sont à l'origine, ou en tout cas ils peuvent témoigner à partir de deux initiatives qui illustrent assez bien comment on peut éveiller donc l'intérêt des jeunes pour développer leur sens de l'observation du milieu économique, y compris du milieu économique local. Alors peut-être Agnès, pour commencer, et Cyril, si vous voulez bien poursuivre dans la continuité des propos d'Agnès. Alors, bonjour à tous. Alors, il y a plusieurs axes là dans votre question. Par rapport à la découverte des métiers et à la connaissance des métiers des jeunes de notre environnement, tout simplement. Nous, on a noué un partenariat assez fort depuis quelques années maintenant avec la municipalité de Joué-les-Tours, où on travaille avec eux sur différents projets qui permettent de mettre en scène nos métiers à l'intérieur de la mairie ou des espaces verts de la municipalité. Ce qui fait que systématiquement, nos élèves sont associés à des projets qui sont des projets thématiques développés par les agents municipaux ou tout simplement par la ville de Joué-les-Tours dans le cadre des festivités de Noël, par exemple. Et nos savoir-faire sont mis en œuvre dans le cadre de ces projets et annoncé, c'est-à-dire qu'il y a toujours une petite pancarte, il y a toujours quelque chose qui dit réalisé par les élèves de telle filière du lycée d'Arsonval. Ce qui fait que sur la municipalité, on est assez connu et les décors qui sont réalisés ou les pièces qui sont réalisées permettent de montrer les métiers qui sont présentés dans nos formations. C'est important à notre niveau parce qu'on est un lycée professionnel qui développe bien sûr les métiers d'art, mais surtout on est un lycée qui est situé au cœur d'un quartier de reconquête républicaine. Et ça permet vraiment de montrer à ces jeunes une ouverture d'esprit sur des formations auxquelles ils ne pensent pas. Et quand ils voient des décors, quand ils voient des jeunes qui ont participé à ces projets-là, bah, ça met une petite puce à l'oreille quelque part en disant « Ah tiens, ça c'est joli, ah tiens, ça c'est sympa, et pourquoi ne pas y penser ?» Et donc nous, ça nous permet d'ouvrir un petit peu culturellement et socialement nos filières qui sont plutôt... voilà, qui concerne plutôt des élèves qui sont déjà un peu sensibles à la culture et aux arts, et ça permet de renouveler un petit peu le public que l'on accueille dans l'établissement. Mais ça donne aussi des envies par rapport aux parents qui voient les réalisations de nos élèves et qui disent à leurs enfants oh regarde, ça c'est joli, pourquoi ne pas s'intéresser à? Et effectivement, ça les incite à se tourner vers nous et à poser des questions et à interroger les psy-EN du CIO qui est juste à côté pour pouvoir connaître un peu quelles sont les formations de l'établissement. Donc ces mises en œuvre-là, elles sont sur une démonstration que l'on peut voir. Mais il n'empêche que ça ne montre pas le vrai geste professionnel, que ça ne crée pas le lien forcément avec nos élèves, puisque cette année, il y a eu assez peu d'interactions. On a eu la chance, nous, de pouvoir faire nos mini-stages. Donc, il y a quand même pas mal d'élèves qui sont venus dans l'établissement faire les mini-stages avant le nouveau reconfinement du mois de mars. Mais la difficulté, la technicité du geste professionnel, elle n'est pas montrée. Donc, il est important aussi d'associer à ça, effectivement, peut-être des vidéos qui ont pu être réalisées. Alors, nous, on a fait une expérience dans ce sens-là au niveau du CAP ébéniste de l'établissement, où dans le même esprit que les rendez-vous de l'orientation conduits sur certaines filières, et notamment avec le BTS chez nous pour présenter la filière, on a eu un contact avec en fait un jeune enfant scolarisé en région parisienne, mais hospitalisé. Et dans le cadre de la demande d'une association qui vient en aide à ces enfants hospitalisés pour travailler l'orientation, on a fait une conférence en direct au milieu de l'atelier ébéniste avec les élèves et les professeurs d'ébénisterie, et on avait un contact direct avec ce jeune garçon qui a pu poser durant 1h30 toutes les questions qu'il a voulu aux élèves, aux enseignants, aux personnes qui étaient présentes, et découvrir vraiment au sein de l'atelier les gestes professionnels puisqu'il voyait les élèves travailler. Et ça, c'était extrêmement riche. Et je pense que c'est quelque chose à renouveler, mais avec le seul bémol, c'est que ça mobilise beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de monde. Donc on ne peut pas le faire tout le temps, mais peut-être qu'effectivement, en enregistrant ces capsules,
ça peut permettre d'avoir des ressources intéressantes pour les différentes institutions qui travaillent avec nous, notamment au niveau du SAIO et au niveau des CIO ou du campus PatMat par exemple. Donc voilà à peu près ce que l'on a fait nous en établissement. Et je précise juste qu'on a des élèves du CVL extrêmement actifs dans l'établissement qui ont développé un réseau sur Discord sur lequel ils ont déposé tout un tas de vidéos qu'ils ont réalisées dans les ateliers. Et là, ils font des échanges, mais vraiment très très nombreux avec tout un tas de personnes qui les interrogent sur leurs réseaux sociaux. Et ils peuvent montrer on va dire les projets, les travaux, les gestes professionnels et répondre aux questions. Alors c'est un petit peu en parallèle. On a accès à Discord, bien sûr, hein, on est invité à y participer avec les jeunes, mais on les laisse un peu dialoguer entre eux, on surveille un peu ce qui s'y dit, mais ça reste un réseau de jeunes. Voilà. Merci Agnès. Cyril, votre micro n'est pas activé. Oui, donc je disais, finalement, nous avons une réflexion qui est partie au fond d'une expérimentation que le ministère a souhaitée qui s'appelait Mon patrimoine à vélo. Et donc ça, c'est un premier élément de contexte. Et l'autre élément de contexte, donc comme ça a été rappelé, mais c'est important, c'est qu'effectivement, la gestion de la crise sanitaire, globalement, elle a conduit à s'interroger sur la question du décrochage scolaire, forcément, et aussi la question du sens de l'école pour certains élèves, des questions prégnantes et qui sont toujours bien évidemment d'actualité et forcément qui ont pu être mis en exergue ou encore générés pour certains des élèves par la question du distanciel. Donc ça, c'est un autre élément de contexte. Un troisième élément de contexte, c'est qu'effectivement, au niveau national, il y a un comité interministériel de la sécurité routière qui s'était tenu le 9 janvier 2018. Et une des mesures, c'est de savoir rouler à vélo à l'école, où l'idée, c'est de permettre à tout jeune qui rentre au collège de se rendre au collège en toute sécurité et à vélo. Donc là, on comprend l'ambition, elle est forte, puisque l'idée, c'est bien évidemment de former une génération, soit 750 000 élèves. Autre élément de contexte, c'est que donner du sens aux apprentissages, c'est un objectif que tout établissement scolaire se donne. Et pour cela, il est aidé dans la question, et ça a été évoqué, des parcours. À l'heure d'aujourd'hui, il y a 4 parcours dans les établissements. Il y a le parcours santé, le parcours citoyenneté, le parcours avenir, et j'y reviendrai, et le parcours culturel. Donc, à partir de ces 4 éléments, on voit assez aisément que si on lit l'idée d'une orientation choisie dans un contexte difficile et l'idée de permettre à des jeunes de se rendre dans des lieux en toute sécurité, eh bien, il y a une passerelle qui est possible. Elle est d'autant plus possible que l'on sait que le vélo, forcément, il est dans un objectif de découverte d'un milieu local, forcément. Donc là, on pourrait imaginer dans ce parcours à venir qui débute en 6e et qui se prolonge, j'allais dire, tout au long de la scolarité, au moins jusqu'à la terminale, de pouvoir permettre à des élèves qui, parce que en éducation physique et sportive, auraient pu approcher le vélo, ou bien dans le cadre d'associations sportives, soit de l'UCEP ou de l'UNSS, auraient pu développer donc des compétences et donc valider cette fameuse attestation sécurité routière et être capable de rouler sur la route en toute sécurité, pour au fond aller découvrir des entreprises, des artisans, de leur milieu local, donc pas forcément extrêmement éloigné, et bien évidemment d'apporter une brique à ce parcours à venir. Parce que cela suppose, bien évidemment, un travail en amont avec le professeur principal, avec le conseiller d'orientation, pour non seulement préparer cette visite d'information, mais bien évidemment aussi pouvoir la réexploiter ultérieurement. L'idée, c'est aussi de montrer, parce que des enquêtes montrent que les jeunes, notamment lorsqu'ils arrivent au lycée, en tout cas pour les choix d'orientation au lycée, peuvent être tentés par des choix de proximité aux dépens d'une orientation choisie. C'est par exemple des jeunes qui, habitant proche d'un lycée qui proposerait certaines filières professionnelles, finalement s'y dirigeraient
non par souhait, mais encore une fois, par une raison de proximité. Et là, l'idée d'être capable de se déplacer à vélo, d'être capable de se déplacer encore une fois en toute sécurité, pourrait leur permettre, en fait, au fond, d'aller dans un établissement, peut-être un peu plus éloigné de chez eux, mais parce qu'ils l'auront pratiqué, d'être dans une logique où le déplacement devient, j'allais dire, une habitude. Et donc, au fond, de servir leur orientation choisie. Et bien évidemment, puisque j'évoquais des parcours, il n'y a pas d'orientation choisie sans fabrication du citoyen, j'allais dire, et c'est là aussi être capable de se déplacer de manière responsable, de manière éco-citoyenne, j'allais dire. Et bien évidemment, c'est participer à la question de la santé de nos jeunes. Donc vous voyez en fait cette idée que l'on pourra appeler et que l'on va expérimenter, non pas mon patrimoine à vélo, mais mon orientation à vélo. Je trouve que le slogan, au fond, résume bien l'idée. C'est quelque part de dire, eh bien, lorsque on est dans la découverte de son milieu, que l'on est conscient que l'on peut se déplacer, que le vélo est un moyen de déplacement non seulement éco-responsable, mais qui me permet de construire aussi mon parcours de jeune, et puis bien évidemment d'aller à la rencontre, parce que lorsqu'on est collégien, comme ça a été dit très justement, on a besoin d'être confronté à des situations authentiques, aller rencontrer des chefs d'entreprise, aller rencontrer des artisans, aller rencontrer également peut-être des jeunes en formation. C'est d'autant d'atouts qui permettront, il nous semble, à des jeunes à la fois en milieu ruraux, avec des problématiques spécifiques de déplacement, des problématiques spécifiques de trouver un stage en toute autonomie, mais aussi à des jeunes dans des quartiers plus urbanisés, de pouvoir aussi découvrir leur milieu et d'aller au-delà de ce qui leur parfois en fait j'allais dire au-delà des frontières qu'ils peuvent se poser tant en matière d'orientation que de découverte de leur milieu local. Donc voilà, donc nous bien évidemment on va tester cette action Mon orientation à vélo et on espère bien évidemment que les jeunes y trouveront leur compte dans une logique de donner du sens. Moi, je trouve vraiment magnifique cette image de mon orientation à vélo parce que ça mobilise quantité de choses. On voit bien la question de compétences qui sont acquises, qui sont également des compétences qui sont mises en œuvre dans son choix d'orientation, dans l'élaboration de son parcours, le jeu sur le terme de parcours, hein, parcours éducatif, parcours à vélo, etc. Je trouve que c'est vraiment très très bien. Et ce qui est intéressant également sur les deux dernières interventions là, c'est de montrer qu'en définitive, on peut avoir des actions qui sont extrêmement efficaces et qui sont extérieures, c'est-à-dire que malgré le contexte, c'est-à-dire que c'est des choses qui se font dehors. C'est quand même là qu'on se confine le moins, hein, c'est aujourd'hui prouvé. Elle est présentée des choses dans des vitrines de magasins, dans un contexte urbain, etc. Tout ça, c'est vraiment des pistes, à mon avis, qui sont intéressantes à creuser. Alors, peut-être enchaîner en me tournant vers Sylvia Gavinet, qui est donc chargée de mission ingénierie de l'orientation à la région, avec laquelle la région, et également avec Sylvia, nous avons quand même beaucoup travaillé. On a bien fait le constat des impossibilités qui étaient les nôtres. On a bien vu qu'on avait cherché à pallier ces impossibilités par des choses nouvelles. On a mis en place des choses. On a évoqué le forum digital, mais ça va plus loin. Je sais que la région est très attachée à des immersions de type 3D, avec ces lunettes 3D qui sont quand même très, très, très particulières et très marquantes hein, quand elles sont utilisées par des jeunes, les visites 360, tout ça, ça a été déployé. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir selon vous aujourd'hui en termes d'apport, j'allais dire, de la digitalisation de ces forums, des métiers, des portes ouvertes en ligne, etc. Aspect positif sans doute, aspect peut-être négatif ou qu'on pourrait améliorer ensuite. Ah, on a un peu de mal à entendre. On n'entend pas Sylvia. Le micro n'est pas activé, Sylvia.
Donc, peut-être une présentation préalable. Donc, la commande qui nous avait été passée début janvier, en tout cas dans le Loir-et-Cher, c'était à la fois de remédier à l'absence de forum d'orientation, à la fois d'organiser une semaine d'événementiel, et puis de travailler sur l'élaboration d'un socle de compétences sur les secteurs, les filières, les métiers, donc à destination des élèves de 3e, qu'ils soient en collège ou en lycée professionnel. Donc, solution qu'on a mis en place dans le 41, concernant le socle de connaissances et de compétences, a été de travailler sur la construction d'une plateforme à base d'un outil qui s'appelle le Padlet, qui est très facile d'utilisation, qui est bien connu dans les établissements scolaires. Et puis pour lutter contre l'absence de forum, d'autant que le Loir-et-Cher était impacté pour la 2e année consécutive, puisque lors du premier confinement, en fait, ça a été le seul département à ne pas avoir de forum cette année-là. Donc, pour remédier à cette absence de forum, l'organisation donc de visio de l'ensemble des organismes de formation du département, que ce soit les établissements publics, privés ou CFA. Donc, je peux vous peut-être partager en partage d'écran le travail qui a été élaboré. Alors, je vais prendre du coup le bureau puisque ça semble pas faire comme je le pensais. Voilà. J'espère que vous voyez la plateforme. Je ne vous vois plus. Très bien. Donc, on avait construit une plateforme qui donnait lieu à de nouvelles pages. Tout d'abord, toutes les informations évidemment générales sur les outils, la connaissance de soi, comme parlait Monsieur Étienne, tout ce qui était autour de la voie professionnelle avec les nouveautés, et puis l'accès à différentes autres plateformes sur les secteurs, les filières et les métiers, sur l'apprentissage, et à chaque fois on faisait le lien avec l'ensemble des établissements de formation du département, avec une liste générale liée avec les sites et puis les liens vers les différents diplômes. On a mis en valeur aussi beaucoup la voie technologique et puis évidemment toutes les connaissances sur la voie générale. On n'a pas oublié de faire une présentation du territoire régional, une présentation de l'économie de la région, destinée donc aux jeunes, et puis un travail autour de l'égalité filles-garçons avec la mise à disposition de ressources. Donc pour vous montrer un petit peu voilà, à quoi ressemblait le Padlet sur la découverte des métiers et des secteurs professionnels. Voilà, donc par exemple, on mettait en lien évidemment toutes les ressources ONICEP, les sous-filières, mais aussi les liens vers les sites des branches professionnelles, vers les fiches métiers des branches professionnelles, des sites des OPCO, et des vidéos qu'on cherchait un petit peu différentes, où on mettait en valeur aussi la mixité dans les métiers. Donc on pouvait voir comme ça toutes les filières à l'intérieur des grands domaines. On faisait le lien avec les établissements évidemment de formation, vers les liens vers la brochure post-bac, vers les liens aussi vers des données sur l'économie régionale, sur les secteurs, et vers l'outil Cléor avec les secteurs. Et une plateforme aussi sur l'apprentissage avec, encore une fois, tout ce qu'il faut savoir, les données générales, les ressources des différents CFA, la présentation des formations dans les lycées publics aussi, en apprentissage, ce qui était beaucoup moins connu, et puis comment y trouver un contrat d'apprentissage. Donc ça a été en fait cette plateforme, le moyen pour nous de travailler et de mettre à disposition les ressources. Et puis en termes événementiels, donc on a construit une semaine avec 26 visios sur 2 bassins. Donc on était 2 collègues de la région à animer chacune sur un bassin ces 26 visios.
et avec à la fois des visios sur les secteurs d'activité qui étaient consacrés donc à 9 secteurs, où nous avions invité à la fois des professionnels avec des parcours très différents, des gens qui avaient fait des études liées directement au secteur ou des réorientations, un petit peu tous les niveaux d'études. Et puis, on avait convié aussi des élèves en cours de formation, issus de filières technologiques, issus de l'apprentissage, issus de lycées pro, issus aussi d'enseignement supérieur, pour montrer avoir en fait toutes les facettes des métiers et des secteurs d'activité et toutes les possibilités d'accès qu'il y avait sur ces secteurs d'activité. Donc, ce sont des visios qui ont eu beaucoup de succès, qui permettaient peut-être de s'approprier un petit peu plus les secteurs métiers, même si effectivement tout le monde a noté qu'il manquait l'accès aux gestes professionnels et puis à l'environnement de travail, hein, bien évidemment. Et puis chaque établissement de formation a eu aussi une visio particulière pour présenter son établissement et ses formations. Alors en termes d'évaluation, on est en plein dedans. Ce qu'on peut dire déjà à l'heure actuelle, c'est que le format a quand même beaucoup plu de lier en fait les ressources données en lien avec les visios. Après, le format est interrogé en termes de semaines événementielles ou de travail à répartir sur l'année. Comme ça a déjà été dit, la durée est à questionner, l'interaction aussi avec les jeunes est à questionner. On avait proposé qu'il y ait des tablettes dans les classes pour que les élèves puissent poser les questions. Tout le monde a déploré le manque d'interaction, mais en même temps, personne ne s'est emparé de l'interaction qui était possible. Donc voilà, il y a des questions à se poser. Est-ce que finalement le relais d'utilisation des tablettes a été transmis ou pas? Est-ce qu'il y avait une frilosité à utiliser ces outils tablettes qui pourtant dans notre département, tous les établissements sont dotés, donc c'était possible? Est-ce que les élèves eux-mêmes ont hésité finalement à se montrer lors d'une visio qu'ils savaient publique et destinée à tous les collèges? Voilà, cette interaction finalement qui était quand même possible ne s'est pas produite, mais ça soulève d'autres questions. D'autres questions qui se sont soulevées aussi, c'était le temps de préparation dans les établissements par rapport à ces événements on a construit tout dans l'urgence et mis à disposition dans l'urgence. Clairement, les équipes n'ont pas eu la possibilité de s'emparer de tout ça, sans doute suffisamment de temps avant la semaine événementielle. En tout cas, malgré tout, tout le monde note l'importance de cet événement, demande à ce que ça soit reconduit. On a eu des effets aussi très positifs auxquels on n'avait pas forcément pensé, mais à l'intérieur des établissements, les établissements de formation qui étaient impliqués et qui ont impliqué du coup des enseignants pour présenter les filières, etc., ça a généré des effets très positifs sur les relations qu'il peut y avoir entre les chefs d'établissement et leurs équipes. Les élèves qui avaient participé, témoigné aux visios sur les filières, ont entendu du coup toutes les visios qui avaient lieu sur les secteurs d'activité et finalement ont demandé à leurs professeurs et aux chefs d'établissement qui étaient présents pourquoi les secondes et les premières ne pouvaient pas bénéficier de ce type de visio sur les secteurs avec des professionnels, parce qu'ils ont trouvé ça très intéressant, finalement assez technique, et voilà, ils ont demandé à pouvoir en bénéficier. C'est vrai qu'on n'y avait pas forcément pensé en ces termes-là. Et puis, pour finir, aspect positif qui est remonté, en tout cas, c'est que si la durée des visios ou le fait de tout concentrer sur une semaine avait franchement déplu aux élèves, en revanche, le contenu plaisait et on pouvait retenir qu'ils avaient finalement découvert des établissements vers lesquels ils ne seraient jamais allés, notamment lors d'un forum en présentiel. Parce que là, ils ont eu le temps de finalement explorer à la demande le nombre d'établissements qu'ils voulaient.
Et donc, voilà, peut-être que tous ces dispositifs qu'on a construits, et ça sera le mot de la fin de mon intervention, ne remplaceront jamais un forum ou tout ce qu'on peut faire en présentiel. Par contre, ça peut être franchement de très bons compléments et on nous demande de le reproduire peut-être différemment, peut-être avec un focus sur les filières et les secteurs comme on l'a fait, mais avec une visio une fois par mois, ce qui permettrait de travailler chaque secteur par les professeurs principaux à l'aide des plateformes qu'on a mis à disposition qui restent en libre accès. Et puis, concentrer tout ce qui est autour des établissements de formation, peut-être un mois et demi après le vrai forum en présentiel, puisqu'on quand même, on espère tous, je pense qu'on continuera à avoir du présentiel et que ça existera toujours, mais sans doute avec un décalage, parce qu'on sait que le forum en présentiel fait naître d'autres questionnements, d'autres envies, peut-être d'autres orientations qui arrivent en mars où les élèves, on leur dit finalement, bah non, tu n'iras pas en seconde générale, il faut vraiment que tu cherches sur la voie pro. Ça soulève d'autres questions et le fait de faire ça en décalé, finalement, un peu plus tard, fin mars, début avril, ça peut être aussi une bonne idée de refaire quelque chose, un événement comme ça en distanciel qui donne de l'information au plus grand nombre et qui permet aux professeurs de gérer des groupes d'élèves un petit peu à la demande, en fait. Voilà un petit peu le bilan de ces actions. Merci Sylvia, c'est vrai qu'il y a énormément de leçons à tirer de tout ça. Moi, la première que je vois déjà, c'est qu'en contexte de crise, ça crée des capacités d'invention, j'ai envie de dire, parce qu'il faut rappeler quand même que c'est quand on a décidé que le forum de l'orientation serait consacré aux lycéens, en particulier aux élèves de terminale, que du coup, ça nous a amené à réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pour les élèves de troisième ou de collège qui venaient habituellement dans les forums. Donc, vous voyez, ça nous a quand même conduit à réfléchir à des choses très, très utiles. L'utilisation du Padlet, qui est effectivement un outil très, très intuitif, a montré vraiment tout ce qu'on pouvait en attendre, tout ce qu'on pouvait en espérer. Moi, je note quand même qu'on voit que derrière ça, la question de l'accompagnement de la part des enseignants pour les élèves qui sont confrontés à ce genre d'outils est absolument indispensable. Merci Sylvia. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce qui a manqué, à la fois le temps d'appropriation et l'accompagnement des équipes. D'où l'idée de faire démarrer cette démarche dès fin septembre, début octobre, de créer un groupe de travail là, fin mai, début juin, pour travailler là-dessus, pour travailler sur les programmations, pour laisser le temps aux équipes de s'approprier, et puis peut-être un accompagnement à travailler avec les psychologues éducation nationale, avec les chargés de mission, pour accompagner en fait les professeurs principaux pour s'approprier ces outils-là et construire en fait le parcours à l'intérieur des établissements. Alors justement, dans le même registre de ce qui a été développé là dans le 41, on a vu donc ces derniers temps le recours aux réseaux sociaux et à la multiplication de plateformes. Il y a un engouement de start-up pour justement développer des plateformes collaboratives, notamment pour compenser le fait que les stages physiques n'ont pas toujours pu avoir lieu, et donc permettre de développer une autre façon de relier, en tout cas de faire du lien entre les jeunes et les entreprises. On a vu articulément la Mail Future, Charlie, Respire et j'en passe, des plateformes collaboratives de ce type. Donc j'aimerais me voir avec Régis Lollet qui a beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux avec une équipe de établissement. Et Anne Massip, je rappelle Anne Massip Zia, qui est coordinatrice, donc on ne voudra pas si je manque quelques éléments de son titre, donc coordinatrice régionale sur les politiques régionales d'orientation et de décrochage scolaire. J'aimerais que vous puissiez nous dire comment on peut aider les jeunes déjà à s'y retrouver sur l'étendue de ces plateformes et comment les aider à rechercher, exploiter, à analyser des informations et utiliser ces nouveaux médias dans la construction de leur parcours d'orientation. Alors c'est comme vous voulez, en fonction de Anne ou Régis, comme vous voulez. Qui commence du coup, Monsieur Goguet? Eh bien, je vais vous laisser commencer, sauf si ça vous pose problème. Merci à vous.
Donc, merci Rania. Effectivement, je suis Anne Massip-Zillart. Je travaille au Conseil régional dans cette équipe qui s'est constituée il y a peu de temps, hein, qui est toute neuve. C'est un service qui est tout jeune, qui est un service orientation. Moi, j'ai plutôt une casquette qui est SPRO, vous savez, ce fameux service public régional de l'orientation et qui, du coup, a une vocation plus large que les collégiens et les lycéens, puisque notre préoccupation est de toucher aussi des actifs et des adultes, finalement, en évolution ou en reconversion professionnelle. Et voilà, et dans ce contexte de crise, il y a beaucoup de travail aussi à penser et à repenser. Et je m'occupe effectivement du décrochage scolaire et de l'obligation de formation, ce nouveau dispositif aussi qui vient impacter de manière assez forte des territoires et en tout cas tout le travail partenarial que l'on conduit depuis d'ailleurs de nombreuses années avec l'éducation nationale. Alors comme tu disais très bien Rania, il y a pléthore de plateformes. Hein. On peut en citer quelques-unes. La plateforme de l'État, déjà un jeune, une solution, voilà, qui ça paraît voilà, indispensable de le dire. Une plateforme qui a vocation du coup à capter à recenser toutes les offres de stage qui existent par région. Voilà, pour effectivement essayer d'engager plus de 10 000 jeunes dans un processus haut d'apprentissage. Il y a la plateforme qui existe depuis plusieurs années aussi, que vous connaissez peut-être, qui est dans le Loiret, spécifiquement stage 3e, Point Loiret, qui propose là vraiment des stages pour les 3e et des mini-stages, mais que sur le territoire du Loiret. Il y a la plateforme qui s'appelait Objectif Apprentissage, qui est aussi un portail d'accès aux offres de stage et aux contrats d'alternance, mais là dans le bassin d'Orléans. Donc on voit qu'il y a des échelles en plus de territoires qui sont différentes. Il y a des maillages territoriaux différents. En tout cas, le pari qui est fait, c'est de se dire que l'immersion d'entreprise est un levier utile, indispensable pour progresser dans son projet d'orientation, pour valider aussi ou non l'intérêt pour un métier, pour un secteur, etc. Et que du coup, ça permet, c'est un fantastique moyen effectivement d'avancer dans son parcours et dans son projet, qu'on soit, j'allais dire, à la fois en 3e ou plus tard dans ses études ou même en tant que demandeur d'emploi. Donc du coup, il a été fait le choix de continuer. Alors c'est MyFuture qui nous a accompagnés là-dessus, qui est une petite start-up qui avait donc commencé avec vous, avec l'éducation nationale, à mettre en place une plateforme pour les petits stages, les mini-stages qu'on appelle de 3e. Alors, pour ces stages de 3e, c'est des stages qui sont compliqués à aller chercher. Il faut vraiment aller faire du phoning entreprise par entreprise parce que spontanément, les entreprises ouvrent quand même pas les portes à des 3e. Ils sont plus intéressés par des études, des étudiants qui viennent pour finaliser leurs études, etc. Donc là, il y a un vrai travail de phoning qui a été fait et du coup, le choix a été fait de partir de cette plateforme qui a existé et de la développer. Et du coup, on l'a développée sur 3 registres. À la fois, on a essayé de grossir la partie mini-stage de 3e, qui est là aussi indispensable effectivement pour donner accès à ces jeunes à vivre une expérience. J'aime beaucoup l'expression que vous utilisiez, Monsieur Étienne, à vivre une expérience effectivement au sein d'un environnement de travail et du coup à faire des rencontres, à se frotter à une réalité, hein, puisque c'est ça l'enjeu. Mais aussi, on a développé une partie un petit peu dans l'urgence face aux remontées effectivement d'inquiétudes fortes par rapport aux différentes réunions qui ont été faites par le président de région pour repérer que certains jeunes étaient en grande difficulté pour finaliser en fait leur parcours de formation en études supérieures, donc du bac technologique, bac pro au master, parce qu'ils ont entre 4 semaines pour certains et beaucoup plus pour d'autres. Ils ont l'obligation effectivement d'avoir une période de stage pour obtenir leur diplôme. Donc on a développé cette partie. Donc là, elle existe et puis on a proposé aussi aux entreprises de poster même directement leurs offres de stage sur cette plateforme-là. Donc il y a eu un pré-travail de phoning pour aller chercher des stages, mais il y a aussi une proposition aux entreprises de poster directement leur offre.
Et puis, là aussi, on pense que c'est très intéressant, c'est qu'on a développé aussi parallèlement, dans cette plateforme, vous voyez, du coup, elle s'ouvre énormément à ce qu'on appelle dans notre petit jargon, peut-être que vous en avez entendu, les PMS-MP, c'est les périodes de mise en situation professionnelle pour les demandeurs d'emploi, donc dont les prescripteurs sont Pôle emploi et les missions locales, et qui permet effectivement à des demandeurs d'emploi ou qui sont en recherche de reconversion professionnelle ou d'évolution professionnelle, et d'aller se confronter effectivement dans des entreprises à faire des stages qui sont à peu près de 15 jours et renouvelables une fois. Et alors, ce qui est intéressant sur cette plateforme, c'est qu'il y a à la fois la possibilité pour un candidat en fait, de se repérer, c'est-à-dire que tout candidat qui veut avoir accès à ces offres est obligé de créer un petit compte, ce qui permet, alors s'il est mineur pour les troisièmes, on demande effectivement l'adresse mail et le numéro de téléphone d'un représentant légal, bien évidemment. Et du coup, il y a la possibilité de rentrer en relation avec une entreprise en direct. Donc, c'est plus qu'une plateforme qui recense les offres, c'est une plateforme qui peut mettre aussi en lien des demandeurs de stage et une offre de stage. Donc, ça, on trouve c'est assez intéressant. Et ce qu'on a essayé de faire pour ne pas laisser effectivement des entreprises être en dialogue direct avec des stagiaires, on les a systématiquement raccrochés à un conseiller d'orientation, alors soit qui est repéré dans l'établissement pour les tout jeunes, soit un conseiller mission locale ou Pôle emploi pour les gens plus âgés, pour qu'il y ait un suivi du parcours et que derrière, on puisse même aller jusqu'à la signature de la convention de stage. Donc, ça a été le parti pris. Donc, du coup, c'est une vraie plateforme, c'est un vrai choix numérique intéressant. Et tout le travail qui consiste à faire maintenant, c'est aussi de développer de la notoriété sur cette plateforme auprès du monde économique pour qu'ils s'en servent aussi comme support, puisque nous, on fait le pari aussi que faire découvrir un métier aux jeunes de son territoire, et ben, ça permet certes pour le jeune d'aller plus loin dans son projet d'orientation, mais ça permet aussi aux entreprises de faire la promotion de leur activité et de leur métier. Et du coup, derrière, peut-être plus tard, d'avoir potentiellement des futurs collaborateurs ou des salariés ou des jeunes qui ont envie de venir travailler chez eux. Donc, il y a ça aussi comme pari qui est fait. Voilà rapidement, peut-être juste quelques chiffres pour ne pas être trop longue. Aujourd'hui, on a des stages de découverte. Donc, pour les troisièmes, on a à peu près 1200 offres sur la plateforme. Donc qui concerne les collégiens et les lycéens, donc stage de troisième. Pour tout ce qui est demandeurs d'emploi, on est plutôt à 1000 offres. Et pour les stages de lycée, filière pro, des 4 semaines, on a une centaine d'offres. Et pour vraiment au-dessus, BTS et master, etc., on a une centaine d'offres aussi. Voilà, donc, et là, l'objectif, c'est que cette plateforme soit directement alimentée par les entreprises elles-mêmes pour essayer de grossir cette base de données. Et puis, deuxième bourse quand même, qui reste importante aujourd'hui, parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'apprentissage étant aujourd'hui réparti, enfin les compétences sur l'apprentissage étant réparties différemment et que ce n'est plus les régions, la région a quand même gardé une bourse de l'apprentissage qui sont alimentées d'ailleurs par les CFA. C'est les CFA qui jouent vraiment le jeu de faire remonter leur offre pour la capitaliser dans cette plateforme. Donc, il y a aussi, parallèlement à cette bourse, une bourse de l'apprentissage pour aider tout jeune, effectivement, à trouver son terrain d'apprentissage. Voilà, à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Du coup, Monsieur Goguet, je vous laisse très volontiers la parole. Je vous remercie. Je remercie. On va parler maintenant, je pense, à l'avenir de l'hybridation de l'orientation, puisque, en fin de compte, je pense que à la fois les plateformes ou les réseaux sociaux ou autres continueront à être exploités. Ça nous fera évoluer tout simplement, mais le présentiel reste quand même important. Moi, j'ai pu faire 12 présentations dans différents établissements
sur la période décembre, janvier, février, où à l'époque on pouvait nous permettre de rentrer dans les établissements, bien évidemment avec tout le protocole sanitaire. Alors ça, quelquefois on les a multipliés, on a multiplié les interventions dans un même établissement pour ne pas brasser les classes et ainsi de suite, mais on s'est prêté au jeu et je trouvais que c'était en fin de compte assez intéressant, puisqu'il n'y avait pas eu de forum. Alors après, on a beaucoup utilisé. Alors on a innové aussi sur une filière, puisque des professeurs sont allés animer des séances de travaux pratiques avec les professeurs de technologie. Donc c'était une nouveauté. Voilà, ça a émergé. On ne pouvait pas rencontrer les élèves sur les forums, donc on a été leur faire une séance de travaux pratiques sur place. Hein. Donc là, c'était plutôt sur la filière électrotechnique, c'est un peu plus pratique que sur certaines, que sur d'autres filières. On peut plus facilement déplacer du matériel. Puis après, on a beaucoup utilisé les réseaux sociaux. Alors on les utilisait déjà un petit peu auparavant. Mais là, on les a, disons, développés. On a plus que doublé notre nombre d'abonnés sur nos pages Facebook et Instagram en quelques mois. Alors, c'est fruit d'un travail et puis d'une alimentation de ces réseaux. Alors là, j'ai avec moi deux de mes collègues là, qui ont œuvré. Monsieur Pigache sur la partie service, qui a lui-même aussi développé une autre page Facebook dans le cadre du chef-d'œuvre avec ses élèves de CAP commercialisation et services en hôtel, café, restaurant. Donc, ce qu'on a fait dans l'établissement, on a essayé à la fois ce qu'on a fait dans l'établissement pour pallier à l'absence de stage en entreprise de nos élèves, avec des professionnels, avec des producteurs et autres. On s'en est servi aussi pour pouvoir valoriser les métiers et les formations pour l'orientation. Hein, donc, monsieur Pigache et puis monsieur Tissier également a fait venir des professionnels et on a pu relayer en fin de compte sur les réseaux sociaux et aussi dans les médias. On avait fait venir la presse, la télé et ainsi de suite à cette occasion-là pour pouvoir communiquer un maximum sur ces actions. Alors, je vais laisser peut-être la parole à Monsieur Pigache qui peut peut-être expliquer ce qu'il a réalisé, puisque c'est le spécialiste vidéo de l'établissement et Facebook. Alors, Émeric, si tu veux bien oui. donner quelques bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc dans le cadre du chef-d'œuvre cette année avec les élèves de CAP en service, nous avons réalisé avec une page Facebook. Donc, c'est les élèves eux-mêmes qui alimentent cette page. Donc au travers de différents thèmes, et donc les élèves travaillent individuellement et avec les équipes pédagogiques pour valoriser leur formation, ce qui permet aussi en même temps de valoriser leur formation dans les collèges. Ils ont réalisé dans le cadre de ce chef-d'œuvre une vidéo aussi qui explique ce qu'ils réalisent au sein du lycée, ce qui permet à M. Goguet de présenter la filière dans les collèges. Voilà, entre autres, sinon, il n'y a rien d'autre à dire après. Je pense que M. Goguet va rajouter sur le chef-d'œuvre. Je vais mettre dans le chat, par exemple, le lien de la chaîne YouTube, parce qu'on a développé aussi une chaîne YouTube où on relaie un certain nombre d'informations. Alors, tant un petit film sur l'orientation globale que l'on a vu diffuser lors de nos portes ouvertes virtuelles, puisqu'on a aussi développé des portes ouvertes virtuelles avec des outils, alors des outils très simples. Hein. On a exploité les outils qui nous étaient mis à disposition sur l'ENT, hein, par la région centre. Il y a un outil de visioconférence qui s'appelle Big Blue Button. On a fait très simple, on a fait un formulaire d'inscription, on a invité les gens avec un lien. On a eu un taux de retour qui était plutôt intéressant, puisqu'habituellement on recevait dans notre établissement pour les portes ouvertes 70 à 80 familles. Là, on a eu une soixantaine de familles qui se sont connectées. Et donc, on était plutôt satisfait de cette expérimentation, quoi. Et puis on a profité aussi, on a fait venir des professionnels. Là, il y a Monsieur Tissier peut-être qui peut intervenir sur cette thématique. Donc l'objectif de cette intervention, c'était surtout de pallier à l'absence de stage en entreprise des élèves des filières hôtellerie-restauration. Donc on a multiplié les interventions de professionnels, de producteurs et autres, et puis en plus on les a relayés derrière. Donc Monsieur Tissier, si tu veux donner quelques informations sur cette action. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Du coup, donc en fait, le thème un peu de ce TP avec
un chef qui est venu rendre visite à nos élèves. Donc, un chef ancien élève, chef exécutif d'un chef étoilé 3 macarons guide Michelin. Du coup, au-delà de la communication, enfin du support visuel qui a pu être créé par finalement la télé locale, la chaîne de télé locale BIP TV, ça fait une réelle communication finalement en interne aussi pour nos élèves de CAP qui trouvent la filière valorisée et du coup donne aussi envie aux élèves de poursuivre et continuer. Et au-delà de ce TP très intéressant, finalement, on a obtenu un vrai support qu'on a pu relayer du coup sur tous les réseaux sociaux qu'on a en place au lycée, quoi, Facebook, la chaîne YouTube, voilà, etc., etc. Et en visio aussi, on a pu la relayer le jour de la visioconférence. Donc, ça fait un vrai support visuel pour les futurs élèves, quoi. Ils peuvent regarder, voir ce qui se passe réellement, quoi. Voilà. Merci à vous. Moi, je vais rebondir sur ce que vous avez dit, Régis. Vous dites que ça change l'orientation. Effectivement, depuis le début, on parle d'hybridation. Donc, pour l'orientation, les outils numériques d'aide à l'orientation traversent nos pratiques. Mais ça change aussi les pratiques des différents acteurs au sein de l'établissement. Quand Anne Massivière évoque des plateformes de mise en relation, ça pose aussi la question de la nature de l'accompagnement des jeunes sur ce type de plateforme. On ne va pas aller plus loin parce qu'il y a d'autres sujets à évoquer, notamment sur certaines formes de représentation. Oui, alors on va peut-être prolonger du coup, parce qu'on voit que le temps passe et que c'est tellement intéressant qu'on s'écoute les uns les autres avec passion. Donc oui, il y a une des préoccupations qui est de tout temps, j'allais dire, mais qui est peut-être encore renforcée dans la période pandémique qu'on a connue, c'est la difficulté qu'on a avec les représentations des métiers chez nos jeunes. Et c'est des représentations qui sont, dans le meilleur des cas, stéréotypées, c'est-à-dire qu'elles s'appuient sur des éléments très, très partiels, mais parfois, dans le pire des cas, ce sont des représentations qui sont complètement fausses. Et on sait de ce point de vue-là quels ont été et quels ont encore les effets et les méfaits de l'émission Top Chef, par exemple, autour des métiers de la cuisine et de la restauration. Alors, je voudrais me tourner vers une professionnelle de la profession, comme on dit, Madame Sylvie Ferrand, en tant que présidente de l'Union des métiers et des industries d'hôtellerie Centre-Val de Loire. Comment, selon vous, on peut contribuer à faire connaître les environnements de travail et puis les réalités des métiers de façon virtuelle et de quel type de levier efficace on peut disposer pour faire ça? Donc, bonjour à tous. Comment peut-on faire? Donc, je voulais déjà remercier toutes les initiatives qui avaient été prises effectivement pour on va dire, essayer de combler un petit peu le manque de stages dû aux fermetures de nos établissements pour les élèves en hôtellerie-restauration notamment. Maintenant, même si ça ne remplace pas clairement le geste métier en tant que tel, par la connaissance de l'entreprise, tout ça, certes, c'est quand même je dirais que c'est quand même un sacré plus. Et puis, je me dis qu'en réfléchissant bien, toutes ces expériences des métiers connexes ou transversaux au métier de la restauration et de l'hôtellerie seraient peut-être un avantage à creuser, en définitive, peut-être à les garder dans les programmes de nos jeunes, parce que c'est vrai que ça élargit la culture de nos métiers. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire aujourd'hui? On cherche à avoir parmi notre personnel des gens qui ne se cantonnent pas à vendre, je vais vous parler de la salle, à vendre un produit parce que c'est sur la carte, mais à l'expliquer. À expliquer d'où, comment fait-on, enfin voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment très, très bien. Ensuite, pour revenir un petit peu sur tout ce qui est l'attractivité des métiers par le virtuel, s'il y a quelques mois, voire quelques années, je n'étais pas convaincue. Je suis de la vieille école, je suis désolée. À force de côtoyer le campus, de côtoyer les jeunes, de côtoyer effectivement des personnes de l'orientation, de l'éducation nationale et tout ça, on s'aperçoit effectivement qu'il faut progresser, hein, et qu'il faut
être attractif. Et pour être attractif vis-à-vis des familles, vis-à-vis des jeunes aujourd'hui, on a quelques modules numériques à combler. Et c'est pour ça que depuis quelque temps, on s'était dit qu'il fallait faire un grand nettoyage dans la profession et se rajeunir, se maquiller, se faire beau pour être de nouveau séduisant. Donc, on s'est dit comment on va procéder. Donc j'ai effectivement, à l'aide du campus hôtellerie au départ et maintenant le campus d'excellence, on a commencé à travailler sur cette attractivité et on a mis en place deux outils qui vont nous servir dans les mois à venir parce qu'ils sont en pleine élaboration en ce moment. Ce sont les triporteurs de la formation, et de l'information et de la formation ainsi que les livrets en réalité augmentée. Et effectivement, on joint l'utile à l'agréable, c'est-à-dire la formation au ludique et aussi l'accompagnement du choix de l'orientation qui me semble effectivement être primordial et être attirant, c'est-à-dire expliquer nos métiers, expliquer l'orientation de nos métiers, quels sont les chemins pour aboutir à nos métiers. Enfin, voilà. Et tout ça, c'est en pleine conception actuellement. Et si vous voulez, j'ai Charlotte qui pourra vraiment vous expliquer le déroulé de ces outils-là. Hein. Charlotte, je te laisse citer là. Oui, Sabine, merci. Parce que je sais que certains entendent parler des mystérieux triporteurs depuis un certain temps et comme tout le monde, on a souffert de la crise sur ces projets. Donc, je peux vous dire qu'actuellement, les triporteurs de l'orientation, pour décrire un peu plus ce que c'est, sont des stands mobiles de l'orientation. On a choisi les triporteurs parce que la Loire à vélo, parce que les triporteurs en ce moment dans l'hôtellerie-restauration et même dans plein d'autres métiers, ça marche bien, parce que c'est facile à déplacer et à utiliser. Donc, on va créer ces stands mobiles. Les triporteurs seront en fait les supports de jeux interactifs. Donc, ça va être une sorte de jeu de piste sur les triporteurs avec des clés qui vont ouvrir des boîtes dans lesquelles il y a des indices. Et les indices permettent de deviner des métiers, de deviner de quel métier il s'agit, mais aussi de découvrir ce que sont ces métiers. Donc, pour vous donner un exemple, pour faire deviner le cuisinier, on va avoir un objet qui se rapporte au cuisinier dans une petite boîte. Avec la clé, on ouvre la boîte et avec une petite lampe en lumière noire, on fait apparaître des éléments sur le métier et à la fin, la personne doit donner le nom du métier. On a également un jeu de cartes géant qui reprend des codes de jeux de société assez connus, qui permet là aussi de faire deviner certains métiers en utilisant des termes pas moins courants que ceux dont on a l'habitude, c'est-à-dire qu'on n'utilisera pas le terme de tablier ou toc pour deviner cuisinier, mais on va aller sur des indices qui sont un peu moins évidents pour forcer les gens à réfléchir sur ce que sont réellement les métiers. Donc, ces triporteurs sont adaptés à deux types de publics, les collégiens et les adultes. Et on est également en train de concevoir, j'ai passé d'ailleurs la journée, des livrets en réalité augmentée, comme il en existe déjà en région pour la cosmétique et la pharmaceutique. Donc, un livret pour les collégiens et un livret pour les adultes, où dans ces livrets, on va donner une information sur les métiers et les filières, mais pas de la manière habituelle. Nous, on n'a pas voulu refaire finalement une brochure. On va parler de choses qui ne sont pas forcément évidentes et qui ne sont pas connues. Les avantages de la profession. On va parler plus de parcours que de formation. Donc, je sais ce que je veux faire, je ne sais pas ce que je veux faire. Si je ne sais pas vers qui je me tourne, voilà. On est un peu dans une démarche active et c'est livré en réalité augmentée. Il y aura également des jeux interactifs pour découvrir les gestes métiers, des quiz du type est-ce que je suis fait pour l'apprentissage ou la formation initiale. Voilà. La partie numérique des jeux est encore en cours de travaux. Par contre, les livrets sont bien avancés. Et enfin, dernier élément, ce dispositif qui s'appellera le maître des clés va être incarné par une mascotte, donc le fameux maître des clés, que nous venons de finaliser aujourd'hui même, mais on ne peut pas encore vous la montrer pour des raisons malheureusement de confidentialité. On aurait bien voulu la diffuser, mais on n'a pas le droit. Une mascotte qui incarne à la fois le secteur d'activité, mais aussi la région. Et donc, on a choisi en mascotte une figure animée qui sera... un petit cerf, en référence aux cerfs de Chambord, aux forêts, etc. Un petit cerf qui sera habillé en serveur, mais pas en serveur, pas l'image classique du serveur. Le serveur de brasserie avec le jean un peu décontracté, qui a la classe, qui a du style. Et il aura également un tablier, évidemment, pour l'hôtellerie-restauration et un petit plateau sur lequel il y aura un petit château, puisque le dispositif fait la promotion de l'hôtellerie-restauration, mais également du tourisme. Donc, au total, on fera découvrir dans ce dispositif 12 métiers différents. Voilà où on en est actuellement. Et donc, on l'aura pour la rentrée.
Merci. Juste par rapport à toutes ces initiatives, on voit bien qu'on a réinterrogé les pratiques. Chacune a développé, a fait preuve d'innovation, d'ingéniosité parfois même, pour donner du sens donc à l'apprentissage du métier et surtout aider les jeunes à vivre des situations professionnelles malgré donc ce contexte sanitaire. Que restera-t-il de tout ça? Je vais me tourner vers Cyril en tant qu'expert du fonctionnement et du pilotage des établissements, et Laurent Neveu, je pense qu'il nous a rejoint dans ses missions sur la relation école-entreprise pour leur demander comment va-t-on capitaliser sur toutes ces initiatives et ces innovations technologiques dans le fonctionnement ordinaire de nos établissements. Vaste sujet, hein. Cyril, si tu peux commencer. On ne t'entend pas. Oui, j'allume le micro. Je pense que la capitalisation, d'ailleurs, elle se fera, j'allais dire, sur ce sujet comme sur d'autres. Je pense déjà la première des choses, dans le partage des expériences. C'est-à-dire qu'on le voit bien sur des sujets complexes qui ont apporté des opérations innovantes. C'est sûrement au sein des établissements et avec les partenaires où la capitalisation ou la mémoire se fera. Ensuite se posera, il me semble, la question de la diffusion de cette capitalisation, parce qu'effectivement, eh bien, elle devra énerver, j'allais dire, même l'ensemble de la communauté scolaire. Elle ne pourra pas se limiter au cercle d'experts, voire aux partenaires qui les ont aidés, mais il faudra qu'il y ait cette innervation-là. Et puis, je pense qu'il y aura également, au travers d'éléments structurants des établissements, puisque c'est quand même aussi là où se passera les choses. On parlait de projets d'établissement, de contrats d'établissement, voire d'évaluation d'établissement. Eh bien, ce sera sûrement au travers de moments institutionnels comme cela qu'il y aura, que cette capitalisation émergera. Donc, voilà, à mon avis, deux outils qui seront à discuter dans les établissements, et on voit que l'association des partenaires, forcément, se fera là. Mais quelque part, si je résumais l'idée, c'est qu'il y aura des espaces-temps à aménager, et ensuite, il y aura vraisemblablement une communication à organiser pour ne pas oublier la question de la diffusion. Merci Cyril. Laurent, vous avez des points à ajouter? Oui, déjà toutes mes excuses pour mon retard très important, mais j'étais avec mes confrères de la région, des services information et orientation, et une branche professionnelle pour justement préparer une manifestation pour la rentrée pour l'automne, pas des manifestations pour l'automne. Oui, moi je retiens, parce que je suis au-delà de la relation école-entreprise, je pilote un projet d'un autre campus sur la région Centre-Val de Loire actuellement. Donc on a quand même continué, malgré la crise qu'on a traversée, à mener certaines expérimentations. Moi je retiens beaucoup de positifs quand même parmi toutes les actions qui ont été menées. Notamment, on a travaillé avec la région dans le cadre de la filière numérique sur le printemps de l'orientation. Il y a eu des choses très intéressantes qui ont été faites. On a pu mobiliser des partenaires qu'on avait du mal justement à amener avec nous, à faire collaborer, à obtenir du temps homme, je dirais, de ces partenaires. On a testé de nouveaux outils, on a testé de nouvelles formes d'approche sur les métiers, d'information métier. Ce qui apparaît aujourd'hui clairement, c'est qu'il faut rendre les élèves, les apprenants, acteurs de ces parcours d'information, de ces parcours d'orientation. L'information descendante ne fonctionne pas, même avec des outils un petit peu innovants. Ils ont besoin de toucher, d'être acteurs, d'être en immersion dans les métiers qu'on leur présente.
On a mené une expérimentation il y a quelques semaines dans un collège orléanais et auprès de 150 collégiens de 4e. Et c'est ce qu'il est ressorti de l'enquête qu'on a menée post-opération. Ils auraient voulu être acteurs, ils auraient voulu essayer, ils auraient voulu tester, ils auraient voulu voir comment ça se passe au sein de l'entreprise, dans l'entreprise, pas la présentation qui leur a été donnée de manière descendante. On dit, ah oui, ça c'était intéressant, mais comment on fait, voilà, on aurait voulu manipuler. Et donc, c'est à nous d'imaginer de nouvelles formes pour justement rendre nos élèves acteurs. Il y a des choses très intéressantes qui se font. Moi, j'adore le club extraordinaire qui a été lancé par la région à l'automne dernier. Il y a plein de choses comme ça. On a besoin de s'en inspirer. On a besoin d'utiliser les outils de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Charlotte en a très bien parlé il y a quelques minutes sur le maître des clés, sur les triporteurs. Comment ils vont aller à la rencontre de nos élèves, de nos jeunes. On a besoin de ça et sur toutes les filières. Voilà. Et au final, mais ça c'est ce que tout le monde sait, c'est que la crise qu'on vient de traverser, a été un formidable accélérateur pour innover, pour tester, pour proposer des choses. Il y a des choses qui ont très bien fonctionné, d'autres un petit peu moins, mais c'est pas pour ça qu'il faudra les abandonner, il faudra sûrement les améliorer. Et ce qu'on préparait sur la visio que j'avais juste avant celle-là, c'est des initiatives qui sont, je dirais, du monde d'avant. C'est des manifestations façon monde d'avant, mais qui auront bénéficié, entre guillemets, de ce qu'on vient de traverser pour justement être améliorés et que nos élèves, on va viser les élèves de collège et de lycée sur ces manifestations, seront aussi acteurs et participeront, seront maîtres un petit peu de leur parcours d'orientation et de cette information descendante qu'on va leur délivrer sur les métiers. Voilà. Merci Laurent. Bruno, le mot de la fin peut-être? On ne t'entend pas, Bruno, ton micro n'est pas activé. Bruno, ton micro n'est pas activé. Oui, tu vas devoir recommencer. Ça va aller mieux. Non, mais je vais être beaucoup plus bref. Oui, effectivement, il est temps de conclure. Merci Laurent pour cette dernière intervention qui va me permettre de ménager une transition. On a vu dans tous les échanges qu'on a eus à quel point on pouvait assez facilement, dans le fond, transformer une contrainte en opportunité. C'est en gros ce qui a été fait par tout le monde jusqu'à maintenant, et en particulier dans ce cadre de la découverte des métiers. Et comme Laurent parlait du monde d'avant, du coup, ma question c'est la suivante. Comment est-ce qu'on peut envisager, selon vous, et cette question je la pose à tout le monde, comment est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui ou se représenter l'orientation dans un monde d'après, hein, si tant est qu'il y ait ou qu'il y aura un monde d'après? Alors, qui veut se lancer? Est-ce que les choses n'ont pas fondamentalement changé, je veux dire, dans nos propres perceptions, dans nos façons de faire, etc., dont on pourrait dire aujourd'hui, bah voilà, les choses ne seront plus jamais comme avant, parce qu'on a appris des choses, etc. Si tu veux, Bruno, je vais rester sur ce que je disais tout à l'heure. Ça nous a permis aussi à nous de nous approprier ces outils et de voir quelle utilisation on pouvait en avoir. Il y a une démarche vis-à-vis de la ludification qui était déjà lancée auparavant, de manière peut-être beaucoup plus timide. Aujourd'hui, on a pu s'approprier les outils et mesurer leur efficacité, leur efficience. Oui, tout à fait. Mon sentiment dans cette histoire, c'est que vraisemblablement, on va aller vers encore plus d'hybridation que ce qui était déjà engagé précédemment. Ça, c'est vraiment quelque chose, à mon sens, qui risque de changer véritablement. Et puis, comme tu viens de le dire, Laurent, c'est peut-être aussi cette idée que à nous de nous approprier aujourd'hui des outils qui sont déjà, je le disais en introduction, mais j'y reviens, qui sont déjà maîtrisés par les jeunes, sauf que
sauf qu'ils ne se posent pas forcément toutes les bonnes questions sur la façon dont on peut les utiliser intelligemment, et d'où la nécessité pour nous de les maîtriser tout aussi bien pour pouvoir les accompagner en termes d'apprentissage et de compétences à acquérir. Je vois qu'il y a Agnès Chardac qui demande la parole. Oui, juste pour préciser, effectivement, ces outils vont avoir un intérêt majeur, notamment au niveau des psychologues et de l'éducation nationale et des professeurs principaux qui vont pouvoir, on va dire, aborder la connaissance de ces métiers-là de façon très visuelle avec les jeunes, avec des mises en œuvre et des démonstrations. Il n'empêche que les futurs élèves, que ce soit des collégiens ou des lycéens sur des réorientations ou des projets quelconques, vont avoir besoin d'être confrontés à la réalité, parce qu'un geste professionnel, c'est exigeant. Un geste professionnel demande un effort, que ce soit un effort physique, un effort intellectuel, un effort de réflexion. Et ils ne doivent pas rester dans l'idée qu'on est dans le virtuel. Et aujourd'hui, les problématiques que l'on rencontre avec nos lycéens, c'est la déception entre l'image qu'ils s'en sont faites de ce métier et la réalité du terrain. Donc oui, ces outils que l'on construit aujourd'hui vont être extrêmement utiles pour éclairer les professeurs principaux et tous les prescripteurs de l'orientation. Mais voilà, le stage, le mini-stage, la découverte professionnelle sur le terrain va rester indispensable. Merci. Il y a Cyril qui a demandé la parole. Oui. J'ai vu les autres après. Oui, moi je pense qu'il y a, juste pour insister sur un point, il me semble important, c'est que l'orientation interroge aussi au travers la question de l'égalité des chances. Et je pense que ça sera un sujet qu'il ne faudra pas perdre de vue, parce qu'on voit bien que le numérique est un outil, il est au service des apprentissages, il est au service du sens, et il doit interroger au fond la question non seulement de l'accessibilité, et on a vu que c'était un sujet majeur, mais également de son usage au service de quoi. Et pour moi, par exemple, l'orientation au travers de cet outil, de sens à la fois de contenu et de contenant, pose la question au fond non seulement de l'accessibilité au sens large, voilà, d'accessibilité, une orientation choisie, de l'accessibilité à cet outil-là, qui effectivement, il faut le voir, on parlait tout à l'heure de vecteur, effectivement c'est un vecteur, comme d'autres, pas uniquement, ça a été dit aussi, parce que je pense que l'ancien monde, j'allais dire, on doit s'appuyer dessus, on ne peut pas le rayer non plus de la carte. Je pense que ça a été dit, il y a des éléments d'enrichissement mutuel, parce que forcément, il y aura des phases d'adaptation et de transition, et on ne passera pas d'un ancien à un nouveau monde. Voilà. Tout à fait. Régis, avec le micro. Et voilà, c'est mieux. Avec le micro, c'est mieux. Effectivement, dans l'ancien monde, comme on disait, avant, on faisait des mini-stages. Ben, nous, on a réussi à maintenir des mini-stages cette année dans notre établissement. On a réussi à faire une session par filière. Ni plus ni moins, et c'est vrai que le fait de pouvoir faire découvrir les métiers aux élèves par des expérimentations, par des activités professionnelles sont très importantes. Et puis en plus, comme on le disait auparavant, tout le monde n'a pas forcément l'accès au numérique ou autre. Alors on profite de ces rencontres vraiment pour leur montrer aussi tous ces outils, ces supports sur lesquels ils peuvent aller naviguer. On gagne quelques abonnés sur nos pages, du coup, à ces occasions-là. Et puis, après, ils vont pouvoir les utiliser. Mais la rencontre physique est importante. Alors, mes deux collègues qui sont là présents ont tous deux fait des mini-stages. S'ils veulent compléter sur ce qu'ils ont pu faire avec eux et l'expérience qu'ils ont de ces rencontres, qui s'en privent pas, bien évidemment. Alors, il y a encore des demandes de prise de parole dans l'ordre. Enfin, je ne sais pas si c'est dans l'ordre d'ailleurs, mais j'ai repéré Charlotte, Sylvia et Sabine. Qui commence? Bon, alors je me lance. Par rapport à l'acquisition des gestes professionnels, je sais que dans les IFSI, il y a une entreprise innovante donc de Touraine qui a fait des masques virtuels qui permet en fait aux aides-soignants et aux infirmières de travailler leurs gestes professionnels dans un environnement professionnel, de manipuler les aiguilles, etc. Ça a excellente réputation. De nombreux établissements sont en train de s'approprier cet outil pour justement faire travailler les gestes professionnels. Peut-être que ça pourrait être une idée
pour faire connaître les gestes professionnels des différentes professions que de travailler sur ce type d'outils, puisque là, vraiment, on est dans le travail du geste, justement. En virtuel et numérique. Donc, c'était peut-être une idée voilà, à proposer et à explorer parce que ça existe déjà et l'entreprise est dans notre région hein, qui développe ça. Et c'est innovant, il se développe sur toute la France. Alors, voilà, c'était juste une idée comme ça. Et puis, faire le lien aussi entre peut-être les nouvelles plateformes de travail pour l'hybride qui sont en relation quand même avec les sciences de l'éducation, avec les neurosciences. Je pense à des plateformes comme WooClap ou Flash qui développent quand même on doit, je pense, se questionner sur les modalités de cours aussi en hybride pour rendre plus actifs, plutôt que des PowerPoint que finalement on déroule et on discute. Voilà. Sans doute, mettre en action les élèves, ça passe aussi par d'autres modalités d'enseignement en distanciel. C'est clair qu'il faut accompagner les enseignants dans ces nouvelles pratiques. Et puis, le rendre acteur, c'est peut-être aussi, on avait commencé à travailler déjà depuis plusieurs années sur la classe inversée. Là, maintenant, on est vraiment au cœur de ça. Sans doute que toutes les nouvelles plateformes d'animation, justement, pour les cours, j'ai suivi pas mal de visio là, avec des universités sur le sujet, sur l'immersive learning, etc. C'est quand même au cœur des nouvelles pratiques qu'il faut qu'on ait, puisqu'on va de plus en plus vers de l'hybride malgré tout. Donc voilà, c'était ces réflexions que j'avais envie de partager avec vous. Très bien, merci. Il y a encore 4 personnes. Alors, Charlotte Fuchs. Oui, alors il y a quelque chose, une sorte d'intermédiaire, j'ai envie de dire, dont on n'a pas forcément parlé entre le numérique et le côté d'aller sur place, de faire des stages et de découvrir l'entreprise. Quelque chose auquel moi je m'intéresse depuis quelques temps, puisque j'ai pu le découvrir via d'autres campus des métiers et des qualifications, et ça se développe de plus en plus. C'est l'idée aussi de faire pour faire connaître les filières, faire fabriquer des outils. Alors ça ne fonctionne pas avec toutes les filières, faire fabriquer des objets, faire participer à des ateliers, on en a un petit peu parlé. Par exemple, je peux vous donner un exemple très concret. Le campus des métiers et des qualifications du nautisme en Pays de Loire a développé un kit pour fabriquer un petit bateau électrique. En fait, à chaque étape de fabrication du bateau, les professionnels viennent et ils expliquent ce qu'est le métier associé, la voile, la partie électrique, etc. Et je trouve que c'est aussi une approche intéressante parce que finalement, en version miniature, les jeunes s'initient un petit peu au geste métier et en même temps, peut-être que de cette manière-là, le contenu rentre mieux ou ça peut susciter aussi l'intérêt. Récemment, il y a un appel à projet Sylvia l'a vu, je l'ai diffusé, de la Fondation Hermès qui propose des ateliers en classe justement pour découvrir les métiers d'art et du luxe en fabriquant un objet. Donc avec à chaque fois la découverte des métiers, des gestes métiers liés à la fabrication d'objets. Ça aussi, je trouve que c'est quand même une approche qui est plutôt intéressante, alors qui est coûteuse, qui est chronophage, mais qui peut quand même, je pense, sous certaines formes, avoir un intérêt. Voilà. Et ça se développe de plus en plus et il y a d'autres campus qui sont en train de s'y mettre aussi. Donc voilà, peut-être des pistes à explorer aussi. Vous voyez, on pourrait presque faire un deuxième tour avec de nouvelles initiatives. Hein. Sabine Ferrand. Alors moi, ce que j'ai retenu là de tout ce qu'on vient de survoler, en définitive, j'ai noté égalité des chances, outils numériques, stage en entreprise et gestes professionnels. Et je pense que quand on a tiré ces 4 grandes lignes-là, on a grosso modo le plan sur lequel il faut avancer. Et je pense que c'est autour de ces quatre piliers-là que tout se fait en définitive. Hein, l'égalité des chances vient avec les outils numériques et l'approche des jeunes et des familles, et des scolaires et des demandeurs d'emploi. Les stages en entreprise, c'est important parce que faut effectivement pas que la personne ou le jeune
idéalise un métier en pensant que, voilà, lui vendre du rêve, alors que, bon, un métier n'est pas un rêve, mais une envie, et puis des progrès, des progressions, enfin voilà. Et le geste professionnel, ça, c'est ce qui vient en dernier, ce qui permet vraiment d'acquérir son métier. Et je trouve que ces quatre, voilà, c'est là-dessus qu'il faut vraiment planifier tous nos efforts. Très bien, merci. Et il reste Jean-Luc Lapère qui a levé sa main aussi. Oui, Jean-Luc a... Merci, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Jean-Luc. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, je vous ai mis donc dans le lien aussi, donc je pense que les collègues en ont parlé, Régis, Goguet, le DFPT d'Argenton et les collègues. Donc la réflexion est vraiment une implication réelle devant cette année passée, de l'implication de l'ensemble des collègues de tous les établissements qui portent la filière hôtellerie-restauration, donc sur la construction d'outils, chacun à leur niveau, chacun dans sa maîtrise va, pour mettre en avant, je dirais, l'implication de ces jeunes dans leur formation. Alors, quoi de mieux que ces jeunes qui parlent de leur formation, donc de leur métier, soit des jeunes qui sont sortis de parcours et qui viennent témoigner avec plaisir que les professeurs sont allés chercher. Donc, on a fait 2 newsletters qu'on a aussi compilés sur différents métiers de l'hôtellerie-restauration. Alors, il y a une trentaine, on a fait des focus sur certains. Donc, la parole était donnée et les collègues ont construit ces outils. Et la parole était donnée à ces jeunes. Et on les a évidemment diffusés. On les a diffusés auprès des collèges, auprès des établissements du second degré, parce qu'il nous semblait aussi, en l'absence de forum, je dirais, en présentiel, il fallait être innovant. Et nos collègues ont été vraiment innovants, et l'implication tant des chefs d'établissement que, je dirais, des DDF et de l'ensemble des collègues, prouve aussi, au regard de ce que vous venez de dire là, qui sont aussi partie prenante de l'après, et qu'ils ont été source, je dirais, d'ingénierie, de création, au regard des différents dispositifs de la TVP, de la transformation WAPRO, tel que M. Goguet l'a évoqué tout à l'heure, dont le chef-d'œuvre. Et là, on a pu voir aussi, notamment sur le lycée Baillet, là dernièrement, un film qui a été réalisé dans le cadre film Mon métier, qui a été aussi, je dirais, primé ou validé. Donc voilà, de beaux outils de communication, chacun à son niveau. Bien sûr, on attend d'autres outils au sein du campus qui vont être développés, qui seront vraiment d'une nécessité réelle et qui vont vraiment dans la complémentarité A. Et les collègues sont vraiment très, très impliqués et sont déjà dans l'après, donc, et on en a de réelles preuves. Donc voilà ce que je voulais signifier. Et encore merci pour ces débats les uns les autres et de vos échanges. Merci. Merci Jean-Luc. Alors Livia, peut-être en tant que directrice déléguée du campus, c'est vous qui dites le mot de la fin, je suppose. Oui, en fait, je pense qu'il y a pas mal de travail en perspective, je pense, pour articuler tout ça, avec cette présence sur le territoire, certes du campus patrimoine, métiers d'art et tourisme. Il y en a un autre qui est là, peut-être un troisième qui est en train de pointer son nez, n'est-ce pas Laurent? On espère tous fortement. Et je pense qu'aussi ce réseau d'acteurs, parce que sur une thématique telle que l'orientation, finalement, elle touche un peu tous les différents secteurs et filières. Et je pense que aussi, en tant que peut-être une action intercampus aurait tout son intérêt, à l'instar de ce qui se passe aussi dans d'autres territoires. Donc justement où des tournées sont organisées et où voilà, ça permet effectivement de mettre en avant les différentes filières qui correspondent au campus et aux acteurs socio-économiques de notre territoire. Donc je pense que voilà, on initie juste avec ce webinaire, c'est juste un avant-goût de la poursuite d'un travail qui sera mené sur le territoire, je pense vraiment aux côtés des acteurs professionnels et aux côtés des acteurs de la formation pour justement finalement permettre à tout apprenant de vraiment choisir son orientation, choisir son métier de demain et venir aussi alimenter finalement les métiers de demain, parce qu'on forme des jeunes pour justement aussi maintenir haut les filières qui définissent aussi notre territoire. Donc je pense qu'on aura l'occasion peut-être de relancer d'autres éditions de ce webinaire qui permettront aussi de faire un état de lieu de l'avancement de nos réflexions
conjointe.